Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant du sommeil en s'appuyant sur les informations que vous nous avez fournies. On va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment la nuit, les phases de sommeil par exemple, et puis on parlera aussi des montres connectées, savoir si c'est utile ou pas. On verra aussi des astuces pour mieux dormir, que ce soit seul ou en couple. Et enfin, très important, quand est-ce qu'il faut se dire là ça va pas, je consulte. Parce que le sommeil, bon, c'est quand même un tiers de notre vie, ça a un impact énorme sur notre santé. Alors voyons ce que disent nos sources. Pour commencer, le sommeil, c'est quoi exactement? Ce n'est pas juste être inactif, j'imagine. Ah non, loin de là. C'est un processus très actif, essentiel pour récupérer physiquement et mentalement. Et c'est très organisé en fait. Organiser comment? Ça fonctionne par cycle. Chaque nuit, on fait environ 4 à 6 cycles. Et chaque cycle dure à peu près 90 à 120 minutes. D'accord. 4 à 6 fois par nuit. C'est ça. Et dans un cycle, il y a une alternance. D'abord le sommeil lent, qui prend la majorité du temps, genre 75-80%. Ça commence par du sommeil lent, léger, N1, N2. C'est là où on s'endort doucement. On peut encore être éveillé facilement à ce stade-là. Oui, tout à fait. Puis vient le N3, le sommeil lent profond. Ah, ça, c'est crucial. Pour la récupération physique, c'est ça. Exactement. Réparation des tissus, croissance. C'est surtout en début de nuit qu'il est le plus présent. Mhm. Et après ce sommeil lent, on passe au sommeil paradoxal, le REM. Lui, c'est 20 à 25% du total. Paradoxal. Pourquoi paradoxal? Parce que le cerveau est très actif, presque comme à l'éveil, mais le corps est immobile. C'est la phase des rêves dont on se souvient le mieux. Ah d'accord. Et c'est essentiel pour la récupération psychique, la mémoire, la gestion des émotions. Plus abondant en fin de nuit, celui-là. Une source mentionnait même un rôle dans la créativité. Fascinant, cette architecture nocturne. Et ça m'amène aux fameuses montres connectées. Tout le monde en a une ou presque. Elles disent mesurer tout ça. Sommeil profond, léger, paradoxal. Est-ce que c'est fiable, d'après les documents? Alors, c'est la grande question. Ces montres, elles utilisent quoi? Des capteurs, accéléromètres pour les mouvements, cardiofréquencemètre pour le cœur. Donc des indices indirects. Voilà, exactement. Elles estiment les phares à partir de ça. C'est pas une mesure directe de l'activité cérébrale. Donc la précision. Elle est variable. Ça peut donner une idée générale, une tendance sur le long terme. C'est bien pour prendre conscience de ses habitudes, ou repérer si on bouge énormément, si on se réveille très souvent. Mais ça s'arrête là. En gros, oui. Pour une analyse fiable, l'examen de référence, ça reste la polysomnographie. En laboratoire de sommeil. Oui. Là, on mesure tout. Activité du cerveau, mouvement des yeux, tonus musculaire. C'est incomparable. D'accord. Et attention au piège de l'orthosomnie. L'orthosomnie, c'est quoi ça? C'est l'obsession d'avoir un bon score de sommeil sur sa montre. Et paradoxalement, ça peut générer du stress, de l'anxiété. Et donc moins bien dormir. Exactement. Une étude citée montrait que cette anxiété pouvait même réduire le temps de sommeil profond. Le comble. Donc ok, on utilise ces montres comme un indicateur, mais pas comme un diagnostic. C'est noté. Alors, comment on fait concrètement pour bien dormir, sans forcément compter sur la technologie? Quelles sont les règles d'or? Il y a plusieurs grands principes d'hygiène de sommeil qui ressortent. Le plus important, peut-être, c'est la régularité. Se lever à la même heure. Oui, surtout le lever, même le week-end. Ça aide vraiment à synchroniser notre horloge biologique interne. Pas toujours facile le week-end, ça. Je sais, mais c'est efficace. Ensuite, bien sûr, éviter les excitants en fin de journée. Café, thé, nicotine et même l'alcool qui fragmente le sommeil. Au moins 4 6 heures avant d'aller au lit? C'est une bonne règle, oui. Dîner léger, mais ne pas aller se coucher en ayant faim non plus. L'activité physique, c'est bon, mais pas juste avant de dormir. Exactement. Plutôt en journée ou en début de soirée. Le sport intense trop tard, ça peut exciter. Et l'environnement de la chambre? On en parle beaucoup. Ah oui, c'est fondamental. La chambre, ça doit être un peu comme une grotte. Sombre, calme et fraîche. Fraîche. Quelle température? Idéalement autour de 18-19 degrés Celsius. Ça favorise l'endormissement. Et les écrans? Le grand classique? Le fléau. Il faut vraiment les bannir au moins 1 heure avant le coucher. Leur lumière bleue perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc on lit un livre, on écoute de la musique douce. Voilà. Et dernière chose, le lit c'est pour dormir et pour l'intimité. Pas pour travailler, regarder la télé ou manger. Il faut que le cerveau associe le lit au sommeil. C'est clair, mais tout ça c'est bien joli quand on dort seul. Mais à deux, comment on gère les ronflements du partenaire? Les mouvements, les horaires différents? Les sources en parlent? Oui, c'est un point important. La clé, c'est vraiment la communication et le respect mutuel. Trouver des compromis.
Des exemples concrets. Si la lumière gêne, on peut avoir des lampes de chevet individuelles directionnelles. Si l'un bouge beaucoup ou a toujours trop chaud et l'autre trop froid, La guerre de la couette? exactement, on peut opter pour 2 couettes séparées. Ça marche très bien. Ah oui, pas bête. Si ce sont les mouvements dans le matelas qui posent problème, on peut envisager 2 matelas distincts, mais dans le même cadre de lit. Ça réduit la transmission des mouvements. Mhm. Et puis, simplement faire attention au bruit si l'autre dort déjà, essayer de respecter les rythmes de chacun autant que possible. En parler surtout. La perception de la gêne compte beaucoup. D'accord. Communication et solutions pratiques. Et si malgré tout ça, le sommeil reste mauvais, quand faut-il vraiment s'inquiéter et aller voir un médecin? Il y a des signaux d'alerte clairs si les difficultés sont fréquentes, disons plusieurs fois par semaine depuis plusieurs semaines, et si ça a un impact sur la journée. C'est-à-dire? Par exemple, mettre régulièrement plus de 30 minutes à s'endormir, se réveiller souvent la nuit avec du mal à se rendormir, se réveiller beaucoup trop tôt le matin, genre à 4 heures sans pouvoir se rendormir. Et se sentir fatigué le lendemain, j'imagine. Oui, c'est crucial. La sensation de sommeil non récupérateur, si on se lève aussi fatigué que la veille, voire plus. Ou alors une fatigue importante, une somnolence excessive pendant la journée qui empêche de fonctionner normalement. D'autres signes? Oui, il y a aussi les impatiences dans les jambes le soir, ce besoin irrépressible de bouger les jambes. Ou alors si le ou la partenaire signale des ronflements très forts, bruyants, et surtout des pauses respiratoires. L'apnée du sommeil. Ça peut être ça, oui. Et ça, c'est important de consulter. Dans tous ces cas, il faut en parler à son médecin généraliste. C'est lui la première porte d'entrée. Il pourra évaluer et orienter si besoin vers un spécialiste ou des examens. Exactement. Vers un centre du sommeil, peut-être pour une polysomnographie, justement. Bon, pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, d'après ces sources, il faut comprendre les bases de notre sommeil, ses phases, utiliser la technologie, pourquoi pas, mais avec du recul, sans en faire une obsession, Oui, soigner son hygiène de sommeil au quotidien avec des règles assez simples finalement, communiquer quand on dort à deux, et surtout, être attentif aux signaux qui indiquent qu'un problème plus sérieux s'installe et qu'il faut consulter. c'est une excellente synthèse. Et peut-être l'idée à retenir, au-delà de tous ces conseils pratiques, c'est de vraiment reconsidérer la place du sommeil dans nos vies. Ah oui, Oui, de ne plus le voir comme du temps perdu ou une simple pause, mais comme un pilier fondamental de notre santé, au même titre que l'alimentation ou l'activité physique. un pilier actif. Tout à fait, un pilier actif et essentiel. La question que soulèvent un peu ces lectures, c'est quelle priorité on lui accorde vraiment, au quotidien, face à toutes les autres sollicitations. C'est une réflexion intéressante à avoir.